Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 16 juillet et à la une de votre journal, le préfet fait le bilan avant son départ prochain. Après presque 1 an et demi à Mayotte, Dominique Saurin va quitter l'île pour la Polynésie française. Son passage à Mayotte restera comme celui des grands investissements sur le territoire. Plan pour l'avenir de Mayotte, livre bleu outre-mer, contrat de convergence. Des centaines de millions d'euros sont à dépenser d'ici la fin du quinquennat. C'est dans ce contexte de construction que le délégué du gouvernement va quitter l'île, non sans un pincement au cœur. Au montage, Leslie Vimenet. Il reste 3 ans et demi à Mayotte pour dépenser des centaines de millions d'euros. Le préfet Dominique Saurin était arrivé sur l'île en pleine grève générale. Quelques semaines plus tard, le plan pour l'avenir de Mayotte était annoncé par la ministre des Outre-mer. Depuis, les fonds alloués au département se sont multipliés. Comment a-t-on bâti ces mesures après la crise? Mais sur la base des plateformes du conseil départemental, de l'association des maires, du monde économique, de l'intersyndicale et des collectifs. Et je rajoute les dimensions sécurité et lutte contre l'immigration clandestine, alors qui ne sont pas dans le contrat de convergence, mais qui, je dirais, sont toujours au cœur de la politique de l'État. Donc c'est bien sur cette base-là que nous avons travaillé, qu'il y a eu cette concrétisation avec l'engagement du président de la République, parce que je tiens à le rappeler, et du Premier ministre, parce que lundi dernier à Paris, il y avait la signature des contrats de convergence outre-mer. Et le président de la République a fait une déclaration importante, c'est l'engagement de l'État pour les outre-mer en disant qu'il est hors de question de faire des économies sur l'outre-mer, à un moment où il y a des contraintes budgétaires pour notre pays. Si ces différents plans doivent permettre de rattraper le retard, plusieurs sujets resteront à traiter, à l'instar de la convergence des droits, de la piste longue ou encore du budget des collectivités. En attendant, il convient de mieux travailler afin de se donner les moyens de dépenser les fonds alloués. Il y a la maîtrise du foncier, il y a les aspects réglementaires, il y a les aspects budgétaires, fiscaux. Tout ceci, il faut qu'on change de méthode pour travailler sur ces thèmes et qu'on se mette toutes les personnes concernées par un dossier autour de la table. Je vais prendre un exemple sur les équipements sportifs. Je l'ai cité hier. Ces équipements sportifs, c'est financé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est financé par le Conseil départemental. C'est financé par l'Éducation nationale également, parce qu'il y a des équipements sportifs qui peuvent être utilisés par les collèges, les lycées, les écoles. Il faut qu'on coordonne toutes ces interventions à chaque fois. Alors c'est basique, mais on n'a pas fait suffisamment ici à Mayotte. Donc il y a un changement de méthode qui s'impose. Alors c'est ça le plus grand défi que nous allons avoir dans les mois à venir. Autre problème et non des moindres, le manque d'ingénierie. Sur ce point, des plans de formation vont être mis en place sur le territoire. La formation est un point important du contrat on a contractualisé un peu plus de 67 millions d'euros avec le conseil départemental sur la formation professionnelle. Et c'est de la formation professionnelle pour rendre employable le plus rapidement possible des Mahorais. C'est ça, parce qu'il faut le faire. On doit monter, je dirais, en gamme sur le sujet. De la même façon, on doit former davantage les agents des collectivités. Ça en fait partie. On a des crédits pour ça. Il faut le faire. Naturellement, c'est dur. Je ne dis pas que c'est facile. Au contraire, ça va être très difficile. Je crois qu'il faut l'indiquer et employer ces termes. Mais on nous attend là-dessus. Et on ne peut pas dire à chaque fois il faut davantage de crédits. Puis une fois qu'on les a, dire ah ben non, on ne va pas y arriver. Le préfet prend pour exemple le rattrapage des fonds européens pour se montrer positif quant à l'utilisation de ces fonds. Et même si pour lui Mayotte fera bientôt partie de l'histoire ancienne, nul doute que ces quelques mois sur l'île au parfum l'auront marqué de manière indélébile. Arrivé le 28 mars 2018 à Mayotte, Dominique Saurin occupait avant cela le poste de directeur de cabinet de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Un fin connaisseur des problématiques ultramarines puisqu'il a également occupé les fonctions de préfet de la Réunion. Une expérience qui l'aura beaucoup aidé à Mayotte. Son successeur, Jean-François Colombet, n'a pour sa part jamais occupé les fonctions de préfet comme tous ceux qui ont précédé Dominique Saurin. Quant à savoir s'il s'agit d'un retour en arrière, l'actuel préfet répond sans détour au micro de Patrick Mire. Non, on ne peut pas parler de retour en arrière. J'ai fait une émission qui était un peu, genre, vous me demandiez dans quel contexte j'étais venu. C'était un peu particulier, un peu exceptionnel que je vienne. Et c'était un choix après personnel que j'ai fait.
il n'y a pas de raison qu'il y ait de changement, je dirais, par rapport au nouveau préfet qui va venir. Parce qu'il y a aussi c'est un cadre, c'est la première fois, certainement, qu'un gouvernement a fait de tels choix pour Mayotte. Et ça va continuer. C'est la différence. On n'avait pas très certainement auparavant une telle volonté d'agir pour le territoire. Alors après, je ne dis pas que peu importe les personnes, c'est pas ça. Mais on a un nouveau préfet qui va arriver dans ce contexte-là. Dans un contexte très orienté, on va dire. Santé dans votre 19h, la fièvre de la vallée du Rift et la dengue sont toujours d'actualité à Mayotte. Pour la première maladie, le nombre de cas a tendance à se stabiliser, tandis que pour la dengue, le chiffre ne cesse d'augmenter. Cela s'explique par le fait que la dengue se transmet entre êtres humains par les moustiques. Pour lutter contre ce problème, l'ARS a lancé plusieurs campagnes de démoustication et de prévention. Le point sur la situation, signé Paul-Arthur Avit. Les arboviroses continuent leur progression sur l'île aux parfums. Le nombre de cas de dengue a considérablement augmenté depuis la semaine dernière, tandis que le nombre de cas recensés chaque semaine de fièvre de la vallée du Rift commence à se stabiliser. On est actuellement à 142 cas. On a noté une nette diminution du nombre de cas dans les semaines précédentes, avec environ un nouveau cas par semaine. Et au niveau des foyers animaux, on a 126 foyers animaux sur l'île, les derniers foyers étant plutôt dans le sud de l'île. Donc une nette régression des cas de fièvre de la vallée du Rift actuellement. Dans le cas de la dengue, par contre, 10 nouveaux cas ont été détectés depuis le 10 juillet. Actuellement, 56 cas signalés depuis le début de l'année, dont 8 cas importés. Donc le reste des cas tout n'est pas complètement encore investigué, il y a encore des enquêtes en cours, mais en fait une grande probabilité que tous ces autres cas soient des cas acquis localement, des cas autochtones, dont une grande majorité se situe dans les quartiers vers Mtsapéré, Doujani, Cavani, donc dans la commune de Mamoudzou. Une localité bien précise pour les cas de dengue qui mettent en évidence le problème des moustiques sur la commune de Mamoudzou. Ce qu'il y a de commun entre les deux maladies, c'est qu'il faut lutter contre les moustiques. Donc les moustiques qui transmettent ces maladies sont essentiellement des moustiques du type Aedes. Le moustique Aedes, plus connu sous le nom de moustique tigré, ce moustique importé d'Asie du Sud-Est est bien plus virulent que son cousin européen. Ce sont des moustiques donc, qui piquent toute la journée, qui se reproduisent dans différents récipients d'eau qu'on a autour de nous, qu'on a chez nous, les vases à fleurs, les petits déchets, les différents petits déchets, les pneus, etc. Donc c'est vraiment autour de la maison. L'ARS appelle donc la population à la plus grande vigilance sur les potentiels gîtes larvaires autour de chez vous. De son côté, l'ARS lutte de plusieurs façons contre la prolifération de ces moustiques. La façon la plus radicale, les pulvérisateurs. Ce sont des appareils qui peuvent délivrer de l'insecticide autour des habitations ou dans les habitations. Il y a des pulvérisateurs, il y a des aérosols. C'est à peu près les mêmes noms, mais on a tous ces matériels-là pour après pulvériser l'insecticide autour des cas. Dans le cas de la prévention contre les gîtes larvaires, les équipes de lutte antivectorielle traitent les différents gîtes grâce à de petits granulés à base de champignons. C'est pas un produit chimique, c'est ce qu'on appelle le BTI, Bacillus thuringiensis israelensis, qui est un larvicide vraiment inoffensif pour les autres insectes ou animaux qui se trouvent dans l'eau. C'est vraiment très spécifique contre les moustiques. L'ARS rappelle à la population de faire preuve de la plus grande vigilance pour limiter la propagation de ces maladies, en particulier les personnes en contact avec les bovins pour la fièvre de la vallée du Rift et les personnes ayant chez eux des objets contenant de l'eau qui seraient susceptibles d'être des gîtes larvaires. Sport maintenant, hier soir a eu lieu la conférence de presse de la Ligue de football mahoraise pour dévoiler la liste des 22 joueurs sélectionnés pour partir aux Jeux des îles dès demain. Avant cela, différents repérages ont été effectués à Mayotte, à La Réunion et à Paris. Une fois cette présélection faite entre les trois territoires, plusieurs stages d'entraînement intensifs ont eu lieu. Les 22 élus sont aujourd'hui connus. Je vous propose de découvrir les noms de ceux qui affronteront l'équipe des Comores jeudi prochain à 15h, heure de Maurice. Seydi Rafion, Swali Feydin, Boinali Oussam Dini, Ali Abdou, Hamid Abdallah, Nkolo Elano, Ahmed Faisal, Ahmed Anousra Adifan, Kamal Ben Jadid Dina, Jali Soufou, Garcia Laurent, Walid Habib, Toumadi Mouri Taza,
Ansar Ben Kombo, Antoine Lutufi, Madi Ali Moutar, on a tout mané Chamsdine, Antoine Razolofo, tout le monde le connaît, et Yaya Moudouar Ben, François Ben Ousmane Abdallah, Abdou Imadoudine. La colère des pêcheurs mahorais, le CDTM pointé du doigt par la Cour des comptes ou encore les notes des examens à Mayotte. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves de ce mardi 16 juillet. Depuis 15 jours, la pompe dédiée à la distribution du mélange de carburant de temps à Passamenti est hors service. D'ici 2021, tous les bateaux de pêche devront être équipés de moteurs 4 temps, mais actuellement, la majorité navigue à l'aide de moteurs 2 temps. À chaque panne dans les différentes stations de l'île, Total refuse de réparer ces pompes qui ne seront plus opérationnelles dans 2 ans. Les professionnels possèdent 2 options pour faire fonctionner leur moteur. La première consiste à s'approvisionner directement dans les pompes mises en place dans les stations. La seconde consiste à alimenter les moteurs avec du super auquel il convient d'ajouter une huile nommée Neptuna. Les pêcheurs font ensuite le mélange eux-mêmes. Problème, le produit n'est pas détaxé, ce qui les oblige à avancer la trésorerie et attendre 6 mois pour être remboursés. Avec désormais une seule pompe en petite terre fermée le week-end, les pêcheurs sont en colère. Une réunion est ainsi prévue ce samedi 21 juillet à la coopérative située à Mtsapéré pour décider des actions à mener. Dans son dernier rapport, la Cour des comptes pointe le manque d'efficacité du comité du tourisme de Mayotte. L'institution parle de défaillance de gouvernance, d'un bureau du comité qui ne fonctionne pas et en conséquence d'une fréquentation touristique qui ne s'est pas améliorée. Le document dénonce un ensemble de dysfonctionnements en s'appuyant notamment sur la fréquentation touristique de l'île. Mayotte accueille en moyenne moins de 28 touristes par jour, alors que le tourisme pourrait représenter un enjeu économique pour l'île. Dans une autre partie du rapport, c'est le sureffectif, les horaires de travail ou encore la politique de remboursement des frais de déplacement qui sont critiqués. Et la Cour des comptes de conclure, je cite, « Pour piloter sa gestion courante et assurer une bonne information des instances dirigeantes, le CDTM a besoin de s'appuyer sur une comptabilité fiable. » Cela ne semble pas le cas aujourd'hui. Les notes au second tour du baccalauréat ont-elles été gonflées afin de faire progresser le taux de réussite ? C'est en tout cas les accusations portées par des professeurs membres des jurys. Un professeur assure que la barre a été fixée à 9,5 pour accorder le baccalauréat, sans même une consultation du dossier de l'élève. Les mêmes constats auraient été faits pour le brevet. Cette baisse d'exigence serait à l'origine de l'augmentation du taux de réussite entre le premier et le second tour du bac, puisque l'académie est passée de 42,2 à 64,3% de réussite. Du côté du vice-rectorat, ces accusations sont rejetées en bloc. Sur la matinale de Coésie, le 10 juillet dernier, le vice-recteur assurait déjà que le niveau du baccalauréat n'a pas été baissé et que le diplôme à Mayotte peut se monnayer. Il en veut pour preuve les quelques élèves admis dans les meilleures classes préparatoires de Paris. Quoi qu'il en soit pour le nouveau vice-recteur, le gros du travail va être de tenter d'atteindre dès l'année prochaine un taux de réussite proche du niveau national. Des vacances placées sous le thème de la danse ou plus largement de l'expression corporelle. C'est ce que propose Jeff Ridjali, célèbre danseur chorégraphe mahorais, par le biais d'une ouverture à la danse contemporaine. L'événement débutait aujourd'hui à la MJC de Mgombani et se poursuivra jusqu'à vendredi inclus. Au programme appréhension du corps, de l'espace et improvisation sur fond de percussion. Des séances intenses et polyvalentes ouvertes à tout public. Marion Tellier s'est rendue sur place. Reportage. Le danseur et chorégraphe Jeff Ridjali propose dès aujourd'hui et jusqu'à vendredi des sessions de danse pour tous les âges. 4 jours de pratique intense à la MJC de Mgombani à raison de 2 séances quotidiennes. L'une durant la matinée autour de la préparation, de la notion du corps et de l'espace. L'autre l'après-midi pour un volet plus exploratif et collectif. L'objectif de cet événement, vivre la danse selon sa propre sensibilité. J'ai voulu vivre une expérience de danse contemporaine. Ça m'a toujours intriguée, intéressée. J'ai souvent regardé. Et du coup, c'est l'occasion de pouvoir expérimenter et vivre. Et en tout cas, c'était une matinée assez dense, physique et plein d'émotions en fait, plein de choses, plein de ressentis. C'est très agréable. C'est cool parce qu'on a pris conscience du corps et on travaille beaucoup de choses avec notre corps, de sentir,
non juste notre corps, sinon aussi l'espace, l'orientation et tout. La danse, une activité et surtout un art difficile à développer sur l'île, faute notamment d'un manque de structures aménagées et d'équipements nécessaires à sa pratique. C'est en tout cas ce que déplore Jeffrey Jali. Le chorégraphe continue toutefois de venir à la rencontre de la population en proposant régulièrement des sessions de pratique entrée libre. La danse, ça se pratique en permanence, c'est quotidien. Et donc mon quotidien, il est aussi que j'aime bien l'ouvrir aussi, le partager aussi au grand public. C'est pour ça que parfois je fais une demande à la MJC de Ngombani. Et surtout à Mayotte aussi, faire une proposition aussi des pratiques artistiques. Tout le monde s'en va, c'est les vacances. Donc au moins qu'il se passe quelque chose à Mayotte. De l'étude du mouvement, de la gestuelle, de l'espace à la réalisation d'exercices accompagnés d'instruments tels que les congas, les séances s'avèrent riches et tout en polyvalence, de quoi agrémenter le programme des vacanciers en mal d'expression artistique. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.